Depuis août-septembre dernier, les influenceurs, les blogueurs ont fait découvrir la destination sous sa vraie image. Ils se sont rendus sur place et ils ont eu à découvrir le pays tel quel. Les sites romains, les sites sahariens, avec l'accueil naturel des gens. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre service ce matin. Bonjour, bienvenue. Émission spéciale consacrée au tourisme en Algérie. L'Algérie, nouvelle destination touristique en vogue de l'ère post-Covid. Et notez que c'est pas tous les jours. The New York Times a classé le massif du Tassili des Agères dans le sud algérien parmi les lieux touristiques incontournables dans le monde à visiter en 2023. Avec nous ce matin, Khaled Amara. Bonjour Khaled. Bonjour. Vous êtes expert dans le tourisme algérien et vous êtes la seule personne au monde qui m'ait offert un avion, puisque vous m'avez offert un Airbus A380-800 d'Air France et il trône dans mon bureau et je vous en remercie. En attendant de vous offrir d'autres appareils de la compagnie Air Algérie qu'elle vient de commander. Voilà. C'est vrai. Air Algérie a commandé des A380, Khaled ? Non. Ce sont des A330-900 et des A350-1000. C'est vrai qu'au Bourget, vous avez annoncé une nouvelle commande pour venir rejoindre la flotte. Mais ça, c'est des longs courriers dont vous nous parlez. Il y a aussi des moyens courriers que vous avez commandés. Tout à fait. Des Boeing, pour pas faire de jaloux, des Boeing 737-900 MAX. Bien. Notez que l'A350 000, c'est quand même le top de l'aviation aujourd'hui. Vous allez le programmer sur quelle destination ? Effectivement, ils sont faits pour du long courrier, donc on a dans l'avenir des ouvertures comme Addis Abeba à Johannesburg, comme New York, et compléter donc les destinations existantes au départ d'Algérie, donc Montréal, Pékin, Dubaï, Doha, voilà. Bien. Avec nous sur ce plateau, Mohamed Zunga, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur général de Akar. Alors c'est la plus grosse agence et réceptive de Tamanrasset, mais il faut noter aussi que c'est la plus ancienne agence de tourisme d'Algérie. Quand votre agence a-t-elle été fondée ? En 1970 exactement, a été fondée par mon père Mokhtar Zunga. Il a commencé à développer et découvrir des sites touristiques dans toute l'Algérie et surtout le sud d'Algérie, quoi. Voilà, et puis c'était l'époque où on commençait à aller voir les peintures rupestres à ciel ouvert. On a découvert beaucoup qui n'étaient jamais connus. Donc c'était un explorateur de désert, quoi. Ouais. À noter que l'Algérie est la plus grande galerie d'art à ciel ouvert. Oui, dans le côté de Tassili des Agères, nous avons plus de 5000 peintures rupestres. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est à visiter, quoi. C'est du néolithique. C'est vraiment unique au monde. Et alors pour que le New York Times dise qu'il faut aller les voir, c'est que ça vaut le coup d'œil. Et à noter que vous êtes également le président de l'association des agences de voyage de Tamanrasset. Alors en Algérie, il y a énormément de potentiel touristique à exploiter et on l'a vu depuis ces quelques années, les vlogueurs ont déjà levé un certain nombre d'idées reçues sur le tourisme en Algérie et ont proposé au monde entier cette destination. Et finalement, c'est des images qu'on n'avait pas l'habitude de voir, Khaled. Oui, effectivement, depuis août-septembre dernier, les influenceurs, les blogueurs, vous les appelez comme vous voulez, mais effectivement, on fait découvrir la destination sous sa vraie image, puisqu'en fait, ils se sont rendus sur place et ils ont eu à découvrir le pays tel quel. Vous savez pertinemment que l'Algérie a déjà été une destination touristique, et puis pour des raisons, on va dire, de sécuritaires, on va dire. Des raisons, excusez-moi, sécuritaires. Ouais. Effectivement, donc il y a eu un stand-by, et là ça a redémarré. Donc ils sont allés découvrir le pays tel quel, les sites romains, les sites sahariens. La destination en elle-même, avec l'accueil naturel des gens, puisque souvent les gens, blogueurs et influenceurs, sont partis sur des programmes initiaux, mais qui n'ont jamais été respectés, parce que ils se retrouvaient à habiter chez l'habitant, à déjeuner dans une maison au lieu d'un restaurant, ou en étant au restaurant à se faire offrir le déjeuner ou le dîner, ce qui effectivement est rare dans un pays touristique. Mais comme nous ne le sommes pas réellement pour le moment, nous sommes aux prémices.
Alors, Khaled, on vous perd un petit peu. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, l'Algérie n'est pas encore ce qu'on appelle une destination touristique, mais comme aujourd'hui, avec cette soif de quête de l'authenticité, les gens qui voyagent, qui ont vu déjà beaucoup de choses, ils cherchent toujours des destinations où il y a quelque chose, la rencontre avec des habitants, la rencontre avec un patrimoine et cette authenticité, et c'est ça que les blogueurs ont permis de mettre au goût du jour. Le premier, on va dire, on va lui rendre hommage, parce que le premier qui a donné, on va dire, redonné le goût à l'Algérie, c'est Yann Arthus Bertrand, avec ses documentaires incroyables et les livres qu'il en a fait, et là les gens ont vu l'Algérie vue du ciel, ils se sont dit c'est fantastique, et puis tous ces blogueurs qui sont allés, qui ont poussé les portes de la Casbah, enfin, et c'était une Algérie qu'on n'avait jamais vue. Alors, c'est bien joli tout ça, mais pour aller faire du tourisme, il faut des visas. Aujourd'hui, quand on est touriste, Khaled Amara, comment on fait pour avoir un visa et ça prend combien de temps? Alors, il y a deux options différentes. La première, c'est si vous êtes membre d'un groupe et que vous passez par un TO, si vous êtes en France, donc un TO français. Un TO, c'est un tour opérateur. Hein. Excusez-moi, oui, un tour opérateur ou une agence de voyage française qui ouvre un produit pour aller en Algérie. Donc là, vous passerez par ce qu'on appelle le visa à l'arrivée, c'est-à-dire que votre tour opérateur va déclarer à son réceptif, donc l'agence avec laquelle il travaille en Algérie, votre venue. Et donc le réceptif fait la déclaration au niveau du ministère de l'Intérieur et vous recevez un document qui s'appelle l'autorisation d'embarquement que vous présenterez donc à l'enregistrement de votre vol ou de votre bateau. Et donc là, vous embarquerez à l'arrivée en Algérie. On vous mettra sur votre passeport donc le visa d'entrée. Ça, c'est la première solution. Si vous êtes dans le cadre d'un groupe et si vous passez par un tour opérateur ou une agence. Dans le deuxième cas, si vous vous y rendez à titre individuel, vous passerez par le consulat duquel vous dépendez, c'est-à-dire que le consulat qui correspond à l'adresse que vous avez où vous résidez. Donc là, vous faites une demande de visa et ça dure entre 7 et 10 jours. C'est en train de se réduire au fur et à mesure des années. On était parti sur des temps beaucoup plus longs et là, on essaye de revenir sur une semaine ouvrable entre entre le dépôt et la réception, c'est ça? D'accord. Alors, parlez bien dans votre téléphone, Khaled, parce qu'on vous perd. Oui. On en est où du visa électronique? C'est la suite du visa à l'arrivée pour le moment. Mais vous pensez bien qu'on ne peut pas passer d'un extrême à l'autre, même si d'autres pays l'ont fait. Donc, nous, c'est vraiment graduellement. Donc, on a passé cette étape sur la saison 2022-2023. Donc après en 2023-2024, on verra si on peut aller un peu plus loin. Déjà l'extension du visa tourisme à l'arrivée du sud à l'ensemble du pays, ce serait déjà un deuxième pas. D'accord. Mais enfin, parce qu'on parlait du mois d'octobre pour le visa électronique, ça vous paraît prématuré, c'est ça? C'est prématuré, oui. Bien. Alors le désert algérien vient de réouvrir après avoir été fermé pendant de nombreuses années. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la crise du tourisme dans le désert algérien? On va dire oui, c'est la fin. C'est bon. On s'est passé cette crise avec beaucoup d'optimisme. On est optimiste quoi dans l'avenir. On attend des touristes qui vont venir. Donc on a Taman Rasset et Jeannette. D'accord. Sont là. N'attendent que les touristes. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis la France, on vend en direct jusqu'à Tam ou jusqu'à Jeannette ou pas encore? Si. Avec Air Algérie, nous avons déjà fait un vol la saison dernière qui faisait Paris-Jeannette tous les samedis et bientôt pour la saison prochaine, ça va faire Paris-Taman Rasset-Jeannette. Donc en direct depuis Paris et Marseille. Depuis Paris et Marseille, nous sommes à 4 heures de vol de France et puis c'est
c'est un plus beau désert du monde, et puis les gens sur place parlent parfaitement la langue française, donc ce qui permet aux gens de se connaître et de vivre une expérience unique. Mais j'insiste sur l'aérien parce qu'aujourd'hui, les touristes, ils aiment bien quand on arrive assez rapidement, vous voyez. C'est ça, oui. C'est vrai qu'on voyage moins avec le temps qu'auparavant. Il y a 4 heures de vol pour arriver vraiment en plein sud, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire tout de suite... C'est la raison... Khaled Amara, ouais. Philippe, c'est la raison pour laquelle je pense que la compagnie nationale a mis en place des vols directs, puisque vous pouvez vous y rendre toute l'année, en dehors de la saison saharienne, mais effectivement avec 2 heures d'escale à Alger. Donc... si vous avez la facilité d'arriver en 4 heures au départ de Paris, en 3 heures au départ de Marseille, c'est effectivement plus sympathique. Et puis, c'est lié vraiment à la demande des tour opérateurs. Donc, c'est des arrivées le samedi soir. Donc, les gens commencent leur circuit le dimanche et ils rentrent sur la France le dimanche matin, qui est la fin du circuit des tour opérateurs. Alors, vous avez parlé de quelque chose d'intéressant. Vous avez parlé de la saison du désert saharien. Pourquoi il y a une saison ? Parce que le voyage se pratique en hiver, donc c'est l'hiver, ça commence notre saison touristique de septembre jusqu'à mois de mai. Donc ça commence avec la fraîcheur et ça se termine avec la chaleur. Et c'est ça, ce qu'on appelle la saison touristique. Aux raisons climatiques. Ouais. C'est vraiment lié aux raisons climatiques, effectivement. Donc nous, au départ de France, les TO et les agents de voyage et les compagnies aériennes programment en général avec les vacances de la Toussaint, donc vers mi-octobre, et ils vont jusqu'à fin avril. En général, les programmes sont faits comme ça, aussi bien en aérien qu'en tour opérateur. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous y rendre le reste de l'année, mais effectivement, la chaleur, les vents de sable font qu'un client qui n'est pas aguerri n'appréciera pas le voyage de la même façon. Voilà, on parle du tourisme en Algérie, l'Algérie, nouvelle destination touristique en vogue de l'ère post-Covid, et on en parle avec mes invités ce matin, Khaled Amara qui est expert dans le tourisme algérien et Mohamed Zunga qui est directeur général de Akar, la plus grande agence, et réceptif. Alors réceptif pour tout le monde, ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaissent pas ce mot ? Réceptif, c'est-à-dire nous sommes des prestataires locaux que reçoit les clients des TO ou les clients qui nous contactent direct, c'est-à-dire nous sommes basés sur place et on offre nos services sur place, quoi. Khaled Amara, vous qui êtes toujours dans les petits papiers, qui connaissez tout sur l'aviation, on dit que Air Algérie va faire une compagnie low cost. Où est-ce qu'on en est ? Oui, c'est dans l'air du temps. Vous savez, toutes les compagnies aériennes nationales qui ont des gros marchés essayent de créer des compagnies low cost pour être au goût du jour. Donc Air Algérie, oui, c'est dans les cartons et donc ça devrait arriver incessamment sous peu. Il y a un souci de flotte, comme je vous en ai parlé un petit peu au début. Donc la flotte est en train de se renouveler, ce qui permettra effectivement d'accélérer la création de la low cost. D'accord. On sait comment elle s'appellera ? Non, pas encore. Vous le savez pas ou vous pouvez pas le dire ? Les deux. Mohamed, vous savez comment va s'appeler la compagnie ? Vous le savez peut-être pas en vrai. Non, Khaled veut pas le dire et vous le savez pas. Bon, Khaled, vous avez encore une demi-heure pour nous dire comment s'appellera la low cost algérienne. Le désert algérien, c'est le plus beau désert du monde. Le désert, c'est fragile. C'est quelque chose qu'il faut respecter. Il y a une éthique du voyage dans le désert. Aujourd'hui, comment est-ce que vous respectez cette éthique et l'écosystème qu'il peut y avoir dans un désert ? Je parle de mon agence. Nous sommes engagés à 100% écologiquement. On fait le maximum de ne pas avoir des déchets. Et on fait très attention à notre désert. Donc nous avons mis un système vraiment qui est ami à la nature, quoi. Donc tous nos personnels sont convaincus dans ce sens. Et on verrait bien que ça dure et que ça reste propre. Et
pour préserver notre patrimoine qui n'appartient pas à nous seuls, ça appartient à l'humanité en général. Donc nous sommes engagés à 100% écologiquement, quoi. C'est un tourisme, enfin un tourisme, même si vous ne parlez pas de tourisme d'ailleurs, hein, vous, dans le désert algérien, qui doit être maîtrisé finalement. Oui, on maîtrise parfaitement notre profession, quoi. Et puis ça existait toujours. Nous, parents, on voyageait beaucoup dans le désert et quand on a repris la relève, on l'a trouvé nickel, quoi. C'était propre et on le garde toujours propre, quoi. Quelle est la particularité du désert algérien ? Il est vaste, très grand. Et puis les habitants qui le rendent assez particulier parce que les Touaregs sont des gens accueilleux et puis des gens très sympas. Et c'est ça, c'est les habitants qui le rendent particulier, quoi. Et c'est souvent le voyage. Et d'ailleurs, ce qui fait un voyage particulier, c'est les habitants, d'ailleurs. Ah oui. Souvent. Ah oui, c'est les Touaregs. C'est les gens locaux qui sont là, qui te montrent leur pays avec une grande chaleur, je vais dire, avec une accueil chaleureuse. Et puis, ils sont là pour donner une très bonne image de leur pays, de leur désert, quoi. De leur culture aussi. Quelles sont les merveilles du désert algérien ? Merveille, l'état civil du Hogar, l'état civil Alger et puis l'Atakor. Les voir l'Atakor, le massif de l'Atakor qui est là où on a le plus beau coucher et lever de soleil du monde. Moi, je vous conseille d'aller voir un jour. Hein? Par exemple, quand, admettons, on arrive à Tamanrasset, qu'est-ce qu'on voit à Tamanrasset ? Tamanrasset aujourd'hui, c'est une ville cosmopolitaine et il y a beaucoup de monde là-bas. Nous avons tous les subsahariens et les Africains qui traversent Tamanrasset. Aujourd'hui, c'est un carrefour. On voit beaucoup d'Africains et c'est ça. Donc, c'est une ville assez importante. C'est à visiter, quoi. Alors, il y a des lieux emblématiques à Tamanrasset. Nous avons le Borge de Charles de Foucault, nous avons le Borge de Charles de Foucault, Saint-Charles de Foucault, nous avons là... Alors c'était qui Charles de Foucault ? Il faut expliquer aux gens. Je laisse Khaled. Khaled explique là. Qui c'était ? Foucault est un ermite, donc un catholique, un père catholique qui a traversé beaucoup de pays, dont l'Algérie et son désert, et qui a décidé un jour de se retirer sur la ville de Tamanrasset, donc dans ce fameux Borge où il habitait, et après il allait se recueillir donc à Las Ekrem, donc je ne sais pas si Mohamed vous en a parlé. Non, pas encore. Donc Las Ekrem qui est à 2900 et des poussières, donc qui est on appelle ça d'ailleurs le refuge du Père Foucault, donc c'est une petite chapelle et une même chambre où il montait se recueillir pendant quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, pour être et voilà, ça lui permettait de revenir après à la réalité du monde. Donc c'est un grand monsieur sur lequel effectivement en Algérie il y a beaucoup de voyages qui sont faits dans ce sens-là, donc ce qu'on appelle sur les traces du père Charles de Foucault. Vous avez aussi Saint-Augustin, donc toujours un ecclésiastique, donc pareil. Attendez, on vous a reperdu. C'était l'évêque d'Hippone, à Annaba. Oui, voilà, exactement. Donc Saint-Augustin qui a fait Annaba, qui a fait Saint-Augustin, qui a fait Sougaras dans les régions de l'Est. D'autres figures, Khaled ? Oui, bien sûr. Vous avez bien sûr Camus. Donc, Alors Camus, on vous a perdu. Albert Camus, oui. Que je n'ai pas présenté. Vous avez Isabelle Eberhardt aussi, donc ça c'est la région d'Eloued et de Biskra. Donc il y a on va dire, beaucoup de personnes de l'histoire
Quand on se penche sur l'histoire et le tourisme algérien, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par l'Algérie et qui ont laissé des traces indélébiles, sympathiques. Donc effectivement, pas mal de tour opérateurs ont repris ces schémas-là et ils les commercialisent au départ d'Europe. Moi, je peux vous parler de ce que je connais, donc c'est plutôt le marché au départ de France. Mais au départ de l'Europe, beaucoup de théo histoire et culture commercialisent donc ces produits-là. Et M. Zonga en reçoit pour certains donc du tourisme religieux. Alors, il y a une ville qui reste mythique, c'est Gardaïa. Alors, Gardaïa, c'est ce qu'on appelle une pentapôle, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a combien de villes, en fait, qui composent cette région du Mzab? Pentapôle, donc 10. Ouais. En fait, vous avez la ville principale et aux alentours, donc en faisant sous la forme d'un escargot, et vous tournez pour arriver à une dizaine d'axes. Ouais. Donc c'est une ville classée UNESCO. Les habitants en sont les Mozabites. Donc les Mozabites, c'est une tribu qui est d'origine zibadite aussi. Donc c'est des gens qui sont, on va dire, probablement un peu plus conservateurs que l'ensemble des autres régions, mais qui sont des gens très très accueillants. Sont des commerçants et donc qui ont l'accueil, on va dire, naturel, voilà, naturel dans le sang. C'est pas du tout commercial au niveau tourisme. Autant ils sont commerçants pour tout le reste, mais l'accueil touristique, c'est la chaleur humaine. Oui. Alors ce sont des villes du XIe siècle, hein? Oui. Est-ce qu'on peut y aller sans guide, par exemple, à Gardaïa? Oui, bien sûr. Oui, vous pouvez y aller sans guide maintenant. En tant que touriste, oui, c'est ça. Oui. Vous n'apprécierez pas juste l'histoire. Il faut connaître un peu le passé de la ville pour comprendre, en dehors du côté architectural que vous allez découvrir, ça naturellement. Mais pour connaître l'histoire, il vaut mieux passer par un guide. Ça c'est clair. Et puis pour se déplacer dans ces villes, en fait, parce qu'ils sont quand même, il y a une architecture particulière. Hein, c'est un peu des labyrinthes. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que le guide est conseillé. En fait, vous avez de toute manière l'office du tourisme qui peut vous renseigner, même si vous y allez par vous-même. Hein. Donc vous arrivez à votre hôtel et puis vous demandez donc un guide vous sera conseillé. Et c'est en tout cas pour des villes comme Gardaïa, effectivement, c'est plus sympathique que d'aller, je dis une bêtise, hein, mais sur une grande ville, vous allez à Alger, à Oran, à Naba, à Constantine, vous pourrez vous débrouiller tout seul. Maintenant, effectivement, si on veut vraiment connaître l'histoire d'une ville, il est plus sympa de le faire avec un guide historique. Pas uniquement un guide pour me guider sur la route, mais quelqu'un qui connaît l'histoire de la ville et qui peut me raconter ce qui s'y est passé il y a quelques siècles. Ouais. Et est-ce qu'à Gardaïa, l'hôtel de Fernand Pouillon est ouvert, réouvert ou pas encore? Oui, il a été réouvert. En fait, l'année dernière, vous aviez le 5e, que je ne dise pas de bêtises, le 5e Festival international du tourisme saharien, puisqu'il y avait eu une période où ça a été arrêté. Il y a eu le Covid derrière aussi, donc il y a eu le 5e festival qui a eu lieu à Gardaïa. Donc à l'occasion de ce festival, l'hôtel a été rouvert, je crois, une semaine avant le festival. Et il y a pas mal d'hôtels, par contre, ouverts par des investisseurs privés qui ont vu le jour. Vous avez aussi des maisons d'hôtes, sur la région de Gardaïa. Donc vous avez vraiment de tout, de la maison d'hôte aux 4 ou 5 étoiles. Je vous parlais de Pouillon parce que l'hôtel est mythique, hein. Il est resté des années sans être ouvert. Il a été restauré en plus. Hein. Pour ceux qui aiment l'œuvre de ce grand maître qu'est Fernand Pouillon, vous pouvez dormir dans un de ces hôtels, mais il y en a plusieurs en Algérie. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Après 14 années de fermeture, le Sahara algérien rouvre ses portes aux touristes internationaux. C'est bientôt le début de la saison touristique dans le Sahara. Et on parle de tourisme en Algérie,
parce qu'il se passe énormément de choses avec de nouvelles propositions en Algérie, avec mes invités, Khaled Amara qui est expert dans le tourisme algérien et Mohamed Zunga qui est le directeur général de ACAR. ACAR, la plus grosse agence et réceptive de Tamanrasset et la plus vieille agence d'Algérie. On peut faire du ski en Algérie, Khaled ? Oui, bien sûr. Vous avez, je sais que ça vous étonne, hein, Philippe, mais je dis quand vous voulez, je viens faire du ski en Algérie. Vous êtes le bienvenu. Ça, c'est pas la première fois que je vous fais l'invitation et je vous attends toujours. Nous avons donc une station qui s'appelle Chalera et une autre qui s'appelle Tikijda. Tout ceci est à en gros au maximum 2 heures d'Alger. Voilà, c'est des stations de ski ouvertes à l'année, donc en hiver pour le côté ski. Et en printemps et été et automne pour de la randonnée montagne. On parlait de l'offre de l'aérien pour aller en Algérie, mais ce qui est important aussi, c'est l'offre des nuits, des hôtels. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a énormément de projets qui se font en Algérie avec l'ouverture de nouveaux hôtels. Même les grands groupes s'installent en Algérie. Oui, tout à fait. En fait, il y a les projets et il y a surtout les réalisations. C'est ce qui nous intéresse pour le moment. Donc, vous avez un grand groupe international qui s'appelle Accor, qui a signé avec un grand groupe algérien qui s'appelle le groupe Meri. Et ils ont créé une société qui s'appelle Siaha, qui veut dire en arabe tourisme. Donc, ils ont signé pour un projet de 35 hôtels. Ce sont des Ibis et des Novotel sur l'ensemble du territoire algérien. Vous avez donc qui sont propriétés de l'Algérie, des hôtels qui ont été mis en gérance, en management comme on dit, chez Marriott et Sheraton. Vous avez après des chaînes hôtelières algériennes privées. Donc je citerai le groupe Eden et le groupe AZ et le groupe Atlantis. Ce sont 3 groupes familiaux, c'est des sociétés familiales qui ont ouvert une vingtaine d'hôtels sur l'ensemble du territoire algérien. Ce sont des hôtels de 4 à 5 étoiles, donc c'est des beaux hôtels aux standards internationaux. Donc vraiment le panel est large. C'était le gros handicap que nous avions auparavant, c'était d'avoir des gros hôtels, des grands hôtels balnéaires qui appartenaient à l'État algérien, mais qui ont été faits effectivement, je faisais référence à Pouillon, donc c'est des hôtels qui ont été faits dans les années 70, donc qui ont été rénovés pour la plupart, mais ça faisait grand par la capacité, et donc il a fallu avoir tout le panel, donc du 2 au 5 étoiles, et à travers l'ensemble du territoire, pas uniquement au niveau des côtes, mais au niveau des montagnes, des forêts, des parcs nationaux, etc. Alors il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est les voitures de location. Parce que là, moi, des informations que j'ai cette année, c'est que ça manque de voitures de location en Algérie et que les prix ont explosé. Moi, je donnerais comme explication à cela, c'est que c'est un phénomène saisonnier. Donc, souvent, le manque existant est à la période de la saison estivale, donc de juin à septembre, puisque pour habiter la France, tu sais très bien que nous avons une communauté importante qui est globalement de 8 millions d'Algériens vivant en France. Si tu rajoutes le reste de l'Europe et le Canada, à ce moment-là, effectivement, l'Algérie est prise d'assaut, entre guillemets, par les binationaux, donc les Algériens résidant à l'étranger. Donc, ce qui fait une demande supplémentaire. Alors, ceux qui en ont eu les moyens ou qui ont pu avoir un véhicule sur place, c'est parfait. Sinon, ils font un recours effectivement à la location de voiture, qui crée une tension pendant les 2-3 mois, donc de juin à septembre. Et sinon, le reste de l'année, non, vous pouvez sur Internet, faites votre réservation et à l'arrivée à l'aéroport, vous trouvez votre véhicule. Je vous parlais des mois de juillet et des mois d'août, Khaled. À partir de quel moment le prix des billets d'avion commence à baisser pour aller en Algérie l'été, pour ceux qui attendent les bons plans? Oui, pas uniquement en Algérie, c'est comme tous les pays méditerranéens, c'est le même principe. À partir du 15 septembre, ça redescend et vous pouvez voyager à des tarifs très décents, c'est-à-dire par exemple, le départ de Paris entre 190 et 250 euros jusqu'au 15 juin. Hormis, bien sûr, tout ce qui est vacances scolaires dans tous les pays du monde, ça remonte. Ouais. Donc les grandes vacances ou Noël, tout ça, printemps et hiver.
Mais l'Algérie a réputation d'être un pays cher, en fait, finalement, quand on veut se déplacer. En saison estivale. Saison estivale. Maintenant, sur le reste de l'année, l'offre étant importante entre les compagnies algériennes et les compagnies françaises, je crois que, si je ne vous dis pas de bêtises, il y a 6 compagnies. Donc l'offre est beaucoup plus importante, puisque auparavant, il y avait uniquement les 2 compagnies nationales, donc Air France et Air Algérie. Maintenant, non, vous en avez 4, 5, 6 autres, aussi bien en low cost qu'en compagnie régulière. Je rajouterai les compagnies maritimes aussi. Faut pas les oublier. Donc Corsica Linea, Algérie Ferry, vous avez aussi Transméditerranea, vous avez Valeria. Donc il y a pas mal de compagnies entre le maritime et l'aérien qui font que l'offre est là. Maintenant, elle restera toujours un peu serrée en saison estivale, puisque je vous dis le volume, je parle même pas en tourisme, le volume en binationaux est déjà important. Une particularité, si vous permettez, Philippe, c'est que il y a 15-20 ans des croisières sur l'Algérie, et ça n'existait plus. Et donc je sais pas comment on peut les appeler, 2 visionnaires ou 2 fous ont créé une compagnie qui s'appelle la Compagnie française de croisière, et qui ont mis donc pour la saison 2023 une croisière sur l'Algérie qui va avoir lieu du 7 au 21 octobre prochain, au départ de Marseille, donc avec 3 escales en Algérie qui sont Stida, Alger et Oran. Alors ça c'est un chapeau bas, parce que c'est un coup de poker. Je leur espère la réussite. En tout cas, côté algérien, on les attend avec impatience. Ça va cartonner, vous allez voir. Ça va cartonner. La croisière s'amuse. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Donc c'est déjà, on peut déjà réserver pour cette croisière ? Oui, tout à fait. Il est commercialisé. Donc c'est CFC, Compagnie française de croisière, sur Internet. Je pense que vous trouverez toutes les données intéressantes pour ce voyage. Bien. C'est bientôt la réouverture donc de la saison des voyages pour aller dans le désert algérien. Qu'est-ce qu'on fait pendant 7 jours, Mohamed ? On peut faire beaucoup de choses. On peut faire des randonnées pédestres, on peut faire de VTT, on peut faire des grandes expéditions en 4x4, on peut faire des voyages à dos de chameau. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut faire des séjours aux alentours des petits villages, du Hogar ou de la Gère. Donc il y a plein de choses à faire. On peut voyager pendant 100 ans et tous les ans on peut faire quelque chose, quoi. Oui, pourtant c'est le désert plus grand du monde. Oui, exact. Ouais. D'un point de vue prix, c'est à quel niveau le désert algérien ? Nos prix sont raisonnables, et pour cette année nous avons préparé des prix d'appel pour pouvoir sensibiliser et convaincre le maximum. Alors si je veux partir une semaine, alors du samedi au dimanche dans le désert algérien, on va dire prix d'appel, si je veux aller faire du VTT, ça me coûte combien ? Ça va vous coûter 600 €. Sans le billet, avec le billet, on va dire, on est pour 1 000 €, une bonne petite semaine, prise en charge totale, et on est pour 1 000 €, quoi. Si je veux aller voir les peintures du Tassili, par exemple, pareil. La même chose, c'est la même chose. Nos prix sont vraiment raisonnables, quoi. Bon, est-ce que vous avez suffisamment de guides touristiques ? Oui, ça va. Dans ce point-là, oui, nous avons un tout petit souci, parce qu'avec l'arrêt qu'on a eu, avec la crise et tout ça, tous nos anciens guides sont disparus. La majorité sont morts là aujourd'hui, et puis nous avons quand même une petite relève qui essaye de Est-ce que la nouvelle génération, par exemple, c'est quelque chose qui l'intéresse, justement, la transmission du patrimoine Tout à fait, oui. Et ça intéresse beaucoup. Et puis nous avons une nouvelle génération qui est motivée, qui est à jour, quoi, qui peut être, c'est-à-dire en 2 mentalités sahariennes et civilisation, quoi, de pays européens et autres. Donc les jeunes, ils sont là pour continuer la relève, quoi. Rana Damara, quelle est la destination que les vlogueurs ont remis au goût du jour, qui peut-être était sous-estimée et qui redémarre en flèche cette année ?
Globalement, enfin, tout le désert, ça c'est clair. Toutes les destinations, El Oued, Tinimoun, Janet, Tamarasset, Gardaya, Tarit, enfin des sites dont on. Alors Tarit, il faut expliquer aux gens ce que c'est. Tarit, c'est une oasis, c'est la plus belle oasis algérienne. Je sais pas si tu avais entendu parler de ça. C'est au niveau curatif, Philippe. C'est là où il faut. Il y a un piton rocheux, c'est ça? Non. Non, il n'y a pas un piton rocheux. C'est là où ils enterrent. Tu sais, ils font les bains de sable pour les rhumatismes. C'est connu. C'est vraiment connu. Enfin, je vais dire mondialement, non. C'est très connu. Donc c'est curatif. Donc les gens se sont enterrés. Et donc il y a des propriétés pour atténuer les rhumatismes. Donc ça c'est Tarit, c'est une très très belle oasis. Il y a 2-3 hôtels très sympas pour rester pour des cures d'une semaine sur place. Après, qu'est-ce qui a été remis au goût du jour? Gardaya, oui. Je pense que Gardaya, par les blogueurs, a été remise au goût du jour. Et après, les 4-5 grands blogueurs, dont Ben, que tu as reçu, je pense, où c'est DJ Kim qui l'avait reçu. Qui a fait une très belle, deux très belles émissions avec Ben. Voilà. Donc, ils ont fait même les grandes villes, en fait. Puisqu'en fait, quand tu vas, je dis une bêtise, mais quand tu vas à Alger, la Casbah, on a tous fait plus ou moins la Casbah. Mais de la façon dont ils l'ont fait, eux, non. Ils ont poussé, donc, ils ont poussé les portes de la Casbah. Et exactement. Et c'est vrai que, en fait, la Casbah, c'est aussi quand tu pousses les portes que tu te rends compte à quel point elle est incroyable avec ses palais. Voilà. C'est incroyable. C'est un patrimoine caché. Donc effectivement, eux ont poussé les portes, donc ils ont découvert ça. Moi, j'ai découvert, 50 ans après, j'ai découvert le palais du Méchoir à Tlemcen il y a même pas un mois. Bien. C'est des trucs magnifiques, tu vois. C'est des trucs que tu fais une fois dans ta vie, parce que tu peux pas revenir non plus toutes les sorties du mois. Mais le Méchoir de Tlemcen, c'est le même palais à Grenade en Espagne. Tu vois, donc c'est bien vendu. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission. On refera plusieurs émissions sur le tourisme algérien. Merci Mohamed Zounga qui est venu là pour le lancement de la réouverture du Sahara. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Raled. Vous réécouterez cette émission en podcast sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube et passez une très belle journée sur Beurre FM.